Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Robert Rochefort, vice-président du MoDem. Bonjour Robert Rochefort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes non seulement vice-président du MoDem, mais vous êtes surtout député européen du Sud-Ouest. Et puis il faut rappeler que depuis de longues années, vous observez la société française, notamment au travers du CREDOC, un organisme de recherche que vous avez longtemps dirigé. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a démissionné du gouvernement. Est-ce que selon vous, c'était une clarification bienvenue ou est-ce que c'est finalement le symptôme d'une crise de la majorité et plutôt dommageable pour la gouvernance de la France ? Premièrement, c'était indispensable. On ne peut pas avoir un ministre de la Justice qui soit à ce point en opposition avec la ligne arbitrée par le président de la République. Deuxièmement, c'est tardif. Troisièmement, sur le plan politique, puisque vous m'interrogez sur ce point, ça montre un rétrécissement de la majorité autour de François Hollande, un rétrécissement de plus. D'ailleurs, vous voyez bien que depuis sa démission, la seule question qui intéresse les observateurs, c'est de savoir si elle va prendre la tête des frondeurs. Donc c'est un rétrécissement de plus et probablement un élément qui va raviver la crise à l'intérieur du Parti socialiste. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, qui êtes au centre de ce rétrécissement, parce qu'il se fait sur une ligne qui est de plus en plus proche de la vôtre. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à moi de m'interroger sur ces questions-là. Je ne crois pas que nous devons considérer que des difficultés dans le camp adverse soient un avantage pour notre propre camp. Non, la vraie question, c'est est-ce que ce gouvernement, est-ce que ce président de la République a encore les moyens d'avoir une politique cohérente et efficace pendant les 15 derniers mois qui lui restent ? Je pense que la réponse est plutôt non. Et par ailleurs, puisque quand même la démission de Mme Taubira se fait sur le dossier de la déchéance de nationalité, je ne peux que dire que je suis absolument effaré par le soi-disant arbitrage qui a été rendu et qui consiste à dire tout est bien, puisque dans le texte constitutionnel, on ne fera pas figurer le fait que ça concerne les gens qui ont une double nationalité, alors qu'en réalité c'est fait pour eux. Donc on est exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, de ce que nous disons au MoDem depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire dire la vérité. On est en train, sur un mensonge d'opérette, de croire qu'on règle une crise. C'est évidemment stupide. Benjamin Rosier, RCF. Pour vous, sur la déchéance de nationalité, on n'est que sur un coup médiatique, politique aussi, politicien de François Hollande, ou il y a quand même un sujet de fond là-dessus pour le MoDem ? Non, je crois qu'il y a un sujet de fond. Je crois que... Je ne suis pas sûr qu'il fallait... mettre ce sujet-là comme une sorte de point emblématique de la politique du gouvernement. En revanche, tous ceux qui sont contre la déchéance de cette nationalité et qui disent qu'ils n'en veulent pas parce que ce n'aurait aucune efficacité, parce que c'est une mesure symbolique, avec cela, je suis en total désaccord. Je pense qu'une mesure symbolique est quelque chose de fondamental. Je pense que les symboles, c'est quelque chose qui construit une société et donc je ne crache absolument pas sur une mesure dont on dirait qu'elle n'est que symbolique. Je pense aussi que la République a le droit et même le devoir de se défendre. Donc je pense, en tout cas, si j'étais parlementaire national, sous réserve de la rédaction finale du texte évidemment, je crois que je voterais ce texte. Alors après, fallait-il le mettre dans la Constitution ou pas ? Après, faut-il, en faire, encore une fois, donner l'importance que ça a ? Et surtout, je vous le dis, l'élément qui me choque le plus, c'est que l'on ait cru régler le problème en retirant du texte lui-même, des mots du texte, le fait que ça concerne les binationaux, alors que ça ne fait que pour ça. Et ça, je trouve que malheureusement, ça révèle bien le comportement de François Hollande. Quelle serait votre rédaction, alors, monsieur ? Quelle serait la rédaction Non, écoutez, qui vous... moi, je ne vais pas faire le travail à la place du gouvernement. C'est pas mon rôle et c'est pas mon métier. Ce que je veux dire, c'est que ça ressemble à un arbitrage qui est un arbitrage d'amendement de Congrès socialiste, une fois de plus. Or, notre pays n'a absolument pas besoin de ça. Il faut au contraire être clair dans ce que l'on fait. Et je n'ai pas à vous répondre, mais je vais quand même vous donner une piste. Oui. Si on ne sait pas répondre correctement à cette question, alors on l'aborde autrement que dans l'écriture constitutionnelle, la Constitution devant quand même être, parce que c'est le texte fondateur, le texte le plus clair. Quand on met dans la Constitution un texte dont, au départ,
on considère qu'il n'est pas clair, pour faire en sorte qu'il y ait des socialistes qui sont contre l'idée, qui votent avec des gens de droite qui, eux, sont pour l'idée, eh bien, je trouve que ça, c'est de la politique politicienne et c'est absolument ce dont les Français ne veulent plus et c'est ce dont on souffre tous les jours. Mais donc sur le principe, on vous a bien compris, Robert Rochefort, si vous étiez parlementaire national, vous voteriez cette mesure? Oui, je crois, parce que je crois qu'avec ce que nous avons vécu, je crois que effectivement, des gens qui s'en prennent au cœur même de ce qu'est notre société, de ce que sont nos valeurs républicaines, eh bien je crois que la République a le droit de se défendre par rapport à ces personnes, évidemment par une politique qui est une politique judiciaire, pas simplement policière, mais aussi par quelque chose qui a trait, comme c'est pas moi qui l'ai dit, puisque le mot a été sorti par les détracteurs, par peut-être le plus important dans une société qu'est le symbolique. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur le départ de Christiane Taubira, on peut considérer aussi que François Hollande a été extrêmement malin en retirant une figure clivante. Et finalement, on se retrouve maintenant sur une ligne Macron-Valls qui embarrasse extrêmement ses adversaires. Je vais vous dire quelque chose. Robert Rochefort. Je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que François Hollande soit efficace plutôt que malin. Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il est malin ou pas. Je vous laisse d'ailleurs interpréter le mot malin comme vous le voulez. Mais c'est vous qui l'avez utilisé. Non, cet art de la tactique de François Hollande, c'est ce dont nous souffrons depuis le début de son quinquennat. Il est incontestable que c'est un très bon tacticien. Le problème, c'est que ce n'est pas ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique efficace. Nous venons encore d'apprendre une hausse supplémentaire du chômage. Je vais vous faire une confidence. Je rédige pour le MoDem chaque mois un communiqué de presse pour commenter le chiffre du chômage. Je n'en ai même pas fait cette fois-ci, tant tout cela est devenu une atroce habitude. Mais on sait que c'est truqué les chiffres du chômage, Pardon Robert Rochefort. On sait que c'est truqué, on sait très bien. Tous ceux qui travaillent, si vous connaissez les gens qui travaillent à l'INSEE, vous le diront. Vous savez, je suis un ancien statisticien, donc je ne vais pas rentrer dans un conflit avec mes collègues qui font ces chiffres. En tout cas, que la situation soit épouvantable, là c'est incontestable. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas de disserter sur l'aspect tacticien de la politique, c'est ça aussi, Je crois que malheureusement, c'est trop ça, et je crois que les Français n'en veulent plus. Et je crois que l'un des éléments de la crise du rapport aux politiques, c'est celui-là. Et puisque vous m'interrogez sur ce point, et puisque j'ai parlé du chômage, vous savez très bien que dans ce qui va se passer dans les prochains mois, il y a cette promesse du futur candidat Hollande de se représenter en fonction de l'inversion de la courbe du chômage. Et par rapport à ça, des bataillons de chômeurs de longue durée qu'on va envoyer se former à la hâte et de façon pas suffisamment efficace pour faire baisser les chiffres du chômage. Je vous dis que cette fois-ci, peut-être encore plus que les fois précédentes, et peut-être grâce à vos décodages, messieurs les journalistes, les Français le verront comme vraiment le nez au milieu du visage, que ça ne servira pas le président Hollande, et que cette forme de politique-là, les Français n'en veulent plus. J'ai juste une toute petite question de précision. Quand vous dites inversion de la courbe, c'est effectivement le terme officiel. Qu'est-ce que ça veut dire, inversion de la courbe? Une courbe, ça ne s'inverse pas. C'est aberrant du point de vue du langage. Attendez. Ça veut dire quoi, une inversion de la courbe? On peut parler d'inflexion, on peut parler d'inversion. Si, ça veut dire que du point de vue du langage. Du point de vue du langage, si, là, je crois que c'est quand même compréhensible. Ça veut dire que la courbe, au lieu de continuer à monter, elle se met à descendre. Mais vous avez raison, Quel est le rapport entre les chiffres aujourd'hui publiés et la réalité économique et sociale sur le terrain? Il y aurait de quoi en disserter longtemps, mais comme il se trouve que les personnes qui sont en stage ne sont plus dans la catégorie A, comme on le dit, la catégorie A peut-être être amené à baisser dans les mois qui viennent, mais je suis sûr que nous serons tous d'accord, et je le constate avec votre question d'aujourd'hui, pour dire que cette baisse n'aura probablement aucune signification économique et sociale, et que d'ailleurs elle ne sera pas un bon service à rendre, à mon avis, aux chômeurs de longue durée, qu'on enverra comme ça en bataillon sur des formations bâclées. Laurent de Boissieu, La Croix. J'allais vous poser une question sur le code du travail, mais finalement, plutôt, si je vous entends bien, vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir mécaniquement une baisse de la courbe du chômage. Mais pas mécaniquement, artificiellement. Statistiquement, mais qu'elle n'aura aucune signification.
Non, quand vous déplacez des gens d'une catégorie à l'autre, mais que ces personnes n'ont pas retrouvé un emploi, vous voyez bien que ça n'a pas de signification. Même si, dans l'absolu, bien sûr, que je veux que les chômeurs de longue durée bénéficient d'une formation. Et même si je crois qu'il faut que les dizaines de milliards de la formation professionnelle soient réorientés vers les gens qui cherchent un emploi. Mais vous savez, moi j'ai été dans ma vie militant associatif et président d'une association qui gérait des structures d'insertion. Plus les chômeurs sont des chômeurs de longue durée, plus il faut le faire des choses qui sont des choses sur mesure, intelligemment, fines. Je soutiens par exemple totalement ce que ATD Carmonde lance comme initiative et qui va enfin être testé, qui consiste à ce que sur le terrain, en mettant tous les moyens financiers consacrés à l'assistance au service de personnes qui sont correctement insérées, ça fasse des gens qui soient en activité effective. Mais quand on décide d'en faire 500 000 comme ça, dont le chiffre a été décidé probablement sur un coin de table à un moment donné entre 3 personnes certainement très intelligentes, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur le même sujet. La question était sur le Code du travail, c'est ça? Oui, après, on peut vous demander des actes, et pas seulement de la tactique politicienne. Est-ce que les prémices de réforme du Code du travail vers lequel, a priori, le gouvernement se dirige, notamment avec Emmanuel Macron, avec le rapport Robert Badinter, est-ce que ça va dans le bon sens tout de même, ce qui est prévu? Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'admiration pour Robert Badinter. J'ai été triste de le voir, il y a 2 jours, présenter son rapport. Le couple Badinter, d'ailleurs, s'est illustré au cours des derniers jours de façon surprenante et négative de mon point de vue. Mais nous ne parlons pas ici des propos de Mme Badinter et de la polémique qui a suivi. Sur le Code du travail. J'ai bien entendu M. Badinter dire « Nous avons raisonné, en gros, à cadre global inchangé. Et nous avons posé des principes. » Est-ce que vous croyez que c'est de cela dont on a besoin aujourd'hui? Il faut changer les cadres. La réponse est évidemment non. Il faut changer beaucoup de choses. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit... Il faut le simplifier, le Code du travail. C'était d'ailleurs l'idée de Robert Badinter dans son livre, avant son rapport. Mais je crois que, plus que le Code du travail, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer le cadre administratif et réglementaire dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire que, par exemple, on connaît tous d'ailleurs les réponses à ces questions, donc je vais les faire extrêmement vite parce qu'on les connaît. Il faut décoincer, il faut que les seuils de 10 et de 50 salariés soient modifiés pour ce qui est des PME. Il faut que les façons d'intervenir de l'inspection du travail soient modifiées pour que ce ne soit pas un découragement permanent pour les chefs d'entreprise qui redoutent. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Parce qu'effectivement, tout le monde le sait. Et si on ne change pas les choses, c'est parce que nous sommes l'un des pays, et je suis député européen, vous l'avez rappelé, donc je vois tous les jours comment les choses bougent, y compris en ce moment en Italie, avec pourtant un Premier ministre qui n'est pas de droite. Nous savons tous que notre pays est bloqué par une logique idéologique sur ce point, sur cette question-là. Alors, j'ai aussi entendu les propos de la ministre du Travail. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme d'habitude, on va faire un texte qui va être un Canada Dry de ce qu'il faudrait faire. On va mettre quelques petites choses, on va avancer peut-être un tout petit peu sur la capacité qu'il y ait des accords dans une entreprise, mais à condition qu'il y ait des syndicats minoritaires, qu'il y ait signé quand même un accord. Alors que je crois, par exemple, qu'il faudrait que l'on donne une très grande liberté de négociation dans les entreprises et que beaucoup d'accords passés sur le terrain dans les entreprises puissent être quelque chose qui fasse loi et qui permette de débloquer les situations et de relancer. Et pour faire le pont entre votre question et la question précédente, de quoi nous souffrons depuis des années en France, et ça s'est encore accru au cours de la présidence de François Hollande, nous souffrons d'une soi-disant politique de traitement du chômage, alors qu'il faudrait avoir une politique de création d'activité et d'emploi. C'est pour cela qu'avec François Bayrou, ça fait des années que nous défendons la réindustrialisation en France, le fabriquer en France et les créations d'emplois dans les PME en particulier. Une dernière question rapide pour une réponse rapide de Benjamin Rosier, RCF. Il faudrait par exemple des états généraux aussi, de la flexi-sécurité en France, vous disiez, pour casser ce carcan idéologique. Je ne sais pas si on a besoin d'états généraux. Ouais. Je veux dire, j'en sais rien. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on veut des choses qui soient compréhensible, clair et rapidement mise en œuvre. Alors, on peut rajouter un élément, parler d'états généraux. On est à 15 mois d'une grande échéance. Une majorité, et je crois que l'un d'entre vous m'a également posé la question à la suite de la démission de Mme Taubira. Peut-être que
peut-être qu'il y a dans le camp Valls-Macron, dont d'ailleurs on nous dit qu'entre les deux la concurrence est vive, bon, peut-être qu'y a-t-il un petit peu plus de cohérence dans ce camp-là au sein du gouvernement, mais vous savez très bien qu'à 15 mois d'une échéance présidentielle, on ne prend plus aucune grande décision. Donc il ne va plus rien se passer. Donc il ne va plus rien se passer. Merci de nous rassurer, voilà. Rochefort. Mais en même temps aussi, Oui. il va se passer quelque chose de très important, qui va être la préparation de l'échéance présidentielle elle-même. Et nous allons y venir. Et c'est là qu'évidemment, que le possible va de nouveau être au rendez-vous. Alors nous allons y venir dans la deuxième partie de Face aux chrétiens, mais d'abord nous allons marquer une pause. Je rappelle que notre invité dans cette édition de Face aux chrétiens est Robert Rochefort, vice-président du MoDem et député européen du Sud-Ouest. Vous restez avec nous, à tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Robert Rochefort, vice-président du MoDem et député européen du Sud-Ouest. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Juste en écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, comment est-ce que vous réindustrialisez le pays sans sortir de la logique européenne dans laquelle on est aujourd'hui, qui fait qu'on n'a pas tellement de marge de manœuvre pour décider de ce qui entre, de ce qui sort dans j'ai même écrit des un grands petit livre échanges sur le internationaux. sujet il y a 3 ans. Robert Donc Rochefort, je peux vous faire une conférence refaire le très livre, longue mais sur voilà, le sujet. réindustrialiser il y a au sein plein de de l'Europe. sujets, il y a plein de façons de faire. Donc soutenir les PME, soutenir les labels, modifier, encourager que les appels d'offres soient des appels d'offres qui fassent intervenir des critères qualitatifs qui sont en particulier la proximité. Ceci est parfaitement compatible avec les règles. Non. C'est Ce n'est pas exact. Voilà, les Non, cantines non. scolaires contournent actuellement faisant, mais en fait, c'est un peu pyromane. C'est-à-dire qu'on cherche des moyens de contourner les lois pour Non, ce ce que vous n'est avez pas voté. exact. Alors, Ce n'est pas Robert exact. Rochefort, expliquez-nous. L'adjudication des marchés publics se fait au mieux 10 ans. Elle ne doit pas se faire au moins 10 ans. Le problème, c'est que quand elle se fait au moins 10 ans, elle se fait au moins 10 ans parce que beaucoup, en particulier d'élus locaux, ont peur de contestation derrière d'un marché et que ce marché soit cassé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une jurisprudence suffisamment faite pour dire dans quelles conditions les critères qualitatifs interviennent. Mais alors que nous sortons de la COP 21, il y a des arguments qui sont des arguments environnementaux qui sont parfaitement compatibles. Deuxièmement, je vous donne juste un exemple qui est parfaitement légal. Si demain vous décidez que dans les produits de consommation, qui sont les produits d'équipement, les durées légales de garantie deviennent non plus 1 an ou 2 ans, mais deviennent 5 ans, par définition, vous favorisez la qualité. Et quand vous favorisez la qualité, vous favorisez la production en Europe et la production en France. Et vous le faites en plus en satisfaisant le consommateur, parce que, comme vous le savez, il vaut mieux acheter un grille-pain qui dure 10 ans, même si vous le payez 5 € de plus, qu'un grille-pain que vous avez acheté 7,50 € et qui va griller, c'est le cas de le dire, au bout de 10 ou 12 mois et qui, en plus, peut-être, ne sera pas aussi bien que le premier pour vous assurer une sécurité chez vous. Vous êtes plus sur les marchés publics locaux. Non, parce que je vous ai fait un catalogue, puisque Frédéric Mounier m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois trop long. Donc je vous ai répondu sur les marchés publics et je vous ai répondu sur la consommation. Pourquoi ? Parce que si nous voulons relancer la production en France, ça dépend aussi de notre capacité à nous, citoyens, à changer nos pratiques. Je crois d'ailleurs, au passage, que l'une des clés sur les changements des mœurs politiques, ce sera encore plus demain qu'aujourd'hui, d'impliquer le citoyen dans ses actes et pas uniquement dans son bulletin de vote. La politique demain ne changera pas uniquement parce que l'on élira des leaders qui seraient des leaders avec un bon catalogue de propositions. Elle sera aussi si l'électeur prend conscience du fait qu'il a une capacité de changer les choses ici et maintenant, et là, en l'occurrence, d'être attentif au fait qu'en hiver, il n'est pas obligé d'acheter des fruits qui viennent de l'autre bout de la planète, que par rapport à la crise... Ça ne marche pas, le citoyen vertueux, ça ne marche pas. Non, mais attendez. Le citoyen, il voudra un grille-pain qui soit pas cher. Peut-être que notre responsabilité aujourd'hui, moi je vais vous le dire, c'est mon livre précédent, celui-là, donc, mais je vais pas, qui s'appelait le bon consommateur, le mauvais citoyen. Je vous dis que aujourd'hui, l'un des problèmes fondamentaux de la démocratie, c'est que le citoyen est devenu un consommateur et qu'il achète de la politique comme il achète une boîte de conserve dans un hypermarché. Je vous dis que si nous ne changeons pas cela, nous ne changerons pas la politique. C'est pas la peine de dire... Comment changez-vous que ça ne Eh se bien, décrète nous ne pas changeons pas l'éducation,
Nous le changeons par ce qui se passe dans les familles. Est-ce que par rapport à nos enfants, nous leur disons que la politique, c'est une autre nature que le choix sur la voiture qu'on achète lorsque la voiture ancienne est usée? C'est une responsabilité qui nous appartient collectivement dans tous les niveaux où nous sommes. C'est peut-être aussi s'appuyer sur la démocratie locale, c'est s'appuyer sur le réseau des associations. Je crois que nous avons ce chantier-là devant nous. Moi, je vous le dis, parce que sinon, si vous pensez que le Parti socialiste, en faisant je ne sais quel aggiuramento, les Républicains en faisant je ne sais quel aggiuramento, ces deux gros partis-là, ou le Front National, plus un certain nombre de partis importants dont nous sommes, nous les centristes, par un coup de baguette magique, réamèneront de la citoyenneté, je vous dis que ce n'est pas exact. D'où d'ailleurs, on retrouve la question de l'école, qui est une question fondamentale, mais la question de la famille. On a encore beaucoup de sujets à aborder avec vous. Benjamin Rosière. Mais tout de même, pour rebondir sur cette question du cadre européen, vous parliez de politique économique tout à l'heure. La production, c'est aussi des coûts de production. Il y a du dumping social au sein même de l'UE. Et on sait bien aussi que les coûts de production hors UE ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait peut-être remettre un peu de protectionnisme. Tout ça, c'est d'autres paradigmes, c'est changé. Voilà, Alors écoutez, là, ça fait partie d'un des dossiers sur lesquels je travaille aujourd'hui en Europe, qui est ce qu'on appelle le numérique en Europe. Bien. Et il y a un grand chantier lancé par M. Juncker, qui est donc de doter l'Europe d'être l'Europe du numérique, le marché unique numérique. Et je me bats avec les différents commissaires européens. Et de ce point de vue, celui qui écoute le plus cela, c'est M. Oettinger, qui est le commissaire allemand. Mais malheureusement, c'est M. Ansip, qui n'est pas allemand, qui est le chef de file sur ces questions numériques, pour dire qu'effectivement, il faut que l'Europe change sur ces logiques de critères de concurrence. Et en deux mots, je préfère qu'en Europe, on considère qu'on peut accepter qu'il y ait des géants du numérique, c'est-à-dire qu'il y ait la capacité qu'il y ait des alliances à l'intérieur de l'Europe pour fabriquer des entreprises, pour encourager des entreprises qui soient capables de concurrencer les Google, les Facebook, les Amazon américains, ce que les Américains savent très bien faire. Donc oui, vous avez raison, il faut qu'en Europe, on change de logiciel. Alors, mais il y a 20 ans de on retard. tente. Mais qu'est-ce qu'on c'était pareil avec Galileo et puis le GPS. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a aucune volonté on attend que ça change. Mais il n'y a aucune volonté, Robert Rochefort, pour concurrencer les États-Unis. Eh bien, la volonté, si. Alors, je vais vous donner un exemple. Faites-nous rêver, Robert Rochefort. Je ne veux pas vous faire rêver, mais je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Quand Google a la contestation d'un pays, comme la France, ou comme l'Italie, ou comme l'Allemagne, Google s'en moque. Parce que Google est un géant international soutenu par les États-Unis d'Amérique. Quand l'Europe, d'un seul coup, dit à Google « Attendez, il y a des choses qui ne vous vont pas », et la commissaire à la concurrence, Mme Vestager, vous avez constaté, a commencé à sortir quelques petites choses et quelques enquêtes contre Google, eh bien Google commence à paniquer. Parce que quand l'Europe est unie, c'est-à-dire quand elle fait 500 millions de consommateurs, de clients pour Google, qui ont un niveau de vie, un pouvoir d'achat qui est plus important globalement que les États-Unis, puisqu'on est plus de 500 millions, à ce moment-là, Google a un autre point de vue. Et je vais même vous faire une confidence, que probablement vous ne connaissez pas, c'est un scoop que je vous livre. Quand nous avons au Parlement européen, il y a 6 mois, voté une petite mise en défiance par rapport à Google, nous avons eu des pressions de nos collègues parlementaires américains, du Sénat américain, sur le Parlement européen, sur le thème « mais vous n'allez pas faire ça, ceci est impossible », parce que quand il s'agit de défendre Google, vous avez M. Obama, vous avez le Sénat américain, vous avez les États-Unis entièrement unis. C'est un des arguments que je vous donne pour croire à l'Europe. Si vous croyez que la France seule, l'Italie seule, l'Espagne seule peut résister à Google, eh bien vous n'aurez rien et l'Europe sera une colonie supplémentaire des États-Unis sur ce point. Si en revanche nous sommes capables de nous rebeller au sens constructif du terme, en bâtissant des projets qui soient des projets, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cas qui est le cas des entreprises et General Electric qui vient d'annoncer qu'ils allaient supprimer les emplois malgré l'accord qu'ils avaient passé avec le démantèlement d'Alstom. C'est pour ça que je crois que par rapport à cette crise d'Alstom, il fallait trouver une solution européenne et construire un géant européen. Voilà, donc permettez-moi, je ne sais pas si je vous fais rêver, je ne sais pas si je vous fais rêver, mais Dieu sait si pour l'instant l'Europe va mal, Dieu sait si elle va mal, mais voilà quelques éléments concrets. Positif. Il y a justement une négociation actuellement sur un, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais marché transatlantique, on va faire court, notamment sur les questions des services. Voilà, notamment sur la question des services. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, au sein de l'Union européenne,
il y a certaines personnes qui ont un peu une idée d'une Europe puissante comme vous, et d'autres qui, finalement, ça leur va très bien, une Europe qui soit alignée en tout point sur les États-Unis. Est-ce que finalement, cette Europe puissante n'existe pas? Parce qu'au sein de l'Europe même, certaines personnes ne sont pas du tout sur votre ligne. Bon, alors allons au fond des choses. Allons au fond des choses et parlons une seconde de l'Europe. L'Europe va très très mal aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner les raisons et vous les savez toutes. Donc je vais aller plutôt au fond. Comment Schengen est mort pour vous? Schengen est mort? On dit que c'est mort. Non, Schengen n'est pas mort pour une raison qui peut vous paraître extrêmement mercantile et étonnante, c'est que Schengen ne peut pas mourir pour une raison qui est liée au fait que Schengen a été créé pour permettre aux camions de circuler. Et aujourd'hui, l'imbrication de nos économies est telle en Europe que les camions ne vont pas s'arrêter de circuler. Donc ce que je vous dis est presque cynique, mais pour des raisons de cette nature. D'ailleurs, si vous regardez, la France aujourd'hui, comme vous le savez, a rétabli des contrôles aux frontières. Bon, moi je passe les frontières européennes tous les jours. Dans un grand nombre de cas, ces frontières... ça reste des passoires. Ça reste, bon, c'est quelque chose qui est destiné autant à rassurer les populations qu'à être vraiment efficace. Donc, on parlera de Schengen si vous voulez. Je veux juste terminer sur l'Europe. L'Europe va mal. Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire comment je crois que l'Europe peut aller mieux. L'Europe peut aller mieux et elle doit repartir sur des fondations qui sont différentes. Et tout va dépendre maintenant du couple franco-allemand au sein de quelque chose qui s'appelle la zone euro. Il faut considérer que c'est là que ça se passe. La France et l'Allemagne, c'est 50% du produit intérieur brut de la zone euro. Il faut repartir de l'avant avec la zone euro. Et il faut pour cela qu'il y ait une locomotive qui soit efficace, qui est la locomotive franco-allemande. Elle a été efficace dans l'histoire à 2 reprises, au moins, au moment de la réunification et avant avec le président Giscard d'Estaing, et c'était François Mitterrand ensuite. Il faut aujourd'hui que ce couple soit de nouveau solidaire et fasse relancer l'Europe. Malheureusement, dans ces 2 pays, parce qu'il faut parler du jeu politicien, dans ces 2 pays, il y a des échéances l'année prochaine qui ne favorisent pas le courage des dirigeants. Est-ce que vous verriez, si je décris ce que vous dites, c'est en gros une Europe plus, employons le mot, même si en France il fait parfois peur, plus fédérale autour de la zone euro, et puis les pays hors zone euro sont une Europe plus élargie et moins intégrée. Vous savez, nous avons le débat anglais, avec le risque de Brexit, c'est-à-dire le risque que les Anglais... Croyez-vous, Robert Rochefort, au Brexit? Je n'en sais rien, parce que c'est aux électeurs de décider. Et vous savez comme moi que quand on met un référendum sur la table, on prend un danger absolument considérable. Le référendum, c'est la roulette russe de la démocratie. Donc, quand M. Cameron a décidé de jouer à la roulette russe, je ne sais pas si le barillet va s'arrêter sur la balle ou pas sur la balle. C'est pas très gentil pour le vote des électeurs, quand même, qui votent, on leur a des consciences pour des... Oui, mais attendez, alors c'est peut-être l'ancien sociologue qui parle. Vous savez très bien que dans un référendum, on ne répond jamais à la question. On répond à autre chose, à un ras-le-bol, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en tout état de cause, si le oui doit l'emporter, c'est parce que l'accord aura été fait entre l'Europe et la Grande-Bretagne dans les semaines qui viennent, et M. Cameron dira « votez oui au référendum parce que j'ai obtenu un bon accord ». S'il a obtenu un bon accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a cédé aux Anglais, et on a cédé en particulier sur un point qui est de dire l'Europe doit arrêter de considérer qu'elle est un processus toujours en avant pour intégrer davantage. Si on a fait cela, alors moi je vous dis, la seule façon de sauver l'Europe, c'est qu'en contrepartie, il y a un autre endroit, qui est un endroit qui est peut-être la zone euro et qui part du couple franco-allemand, qui décide, ce couple-là, d'aller beaucoup plus loin. Et à l'inverse, si jamais M. Cameron n'a pas gagné, si jamais les Britanniques votent non et qu'ils sortent du Royaume-Uni, ça ne changera pas grand-chose dans la vie quotidienne, contrairement à ce qu'on peut croire. Par contre, ce sera considéré symboliquement comme un très grand échec de l'Europe. À ce moment-là, la seule façon qu'aura l'Europe de rebondir, c'est par une initiative qui ira de l'avant et qui ne pourra à nouveau que partir du couple franco-allemand avec un certain nombre de pays qui seraient autour de ce couple franco-allemand. Mais Robert Rochefort, vous nous dites encore aller de l'avant. La France a tout signé quasiment. Enfin, je crois qu'on a tout signé pour l'Europe. Est-ce que rétrospectivement, vous ne vous dites pas, finalement, qu'est-ce qu'on a gagné en signant tout ça, alors qu'il y a d'autres pays qui ont été peut-être plus pragmatiques, le Danemark, j'ai la pas envie de regarder derrière. J'ai envie de regarder devant. J'ai envie de regarder devant. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Si ces pays-là ils vont avec méfiance, c'est qu'il y a peut-être une raison. J'ai 3 petits-fils qui ont entre 2 ans et 5 ans. Je m'interroge sur le devenir, comme tout grand-père le fait, de ces 3 garçons. Dans 50 ans, dans 60 ans, ils seront encore au cœur de leur vie. Dans 50 ans ou dans 60 ans,
il y aura la Chine, il y aura l'Inde, il y aura le Brésil, il y aura les États-Unis. Ces pays continents seront, et il y aura même certains pays en Afrique, ces pays continents seront des géants sur la planète. Si nous voulons que nos valeurs portent quelque chose au reste de l'humanité, si nous voulons que nous ne soyons pas des pays confettis, nous n'avons pas d'autre choix que de nous serrer les coudes et que d'inventer une union entre nous. Comment elle se fait cette union? On peut raisonner, est-ce qu'il faut un président européen? Est-ce qu'il n'en faut pas? Est-ce qu'il faut un ministre de l'économie européen ou est-ce qu'il n'en faut pas? On peut discuter de tout ça. Mais sur la ligne générale, les fondateurs de l'Europe ont eu raison. Et nous ne pouvons pas. Si nous revenons en arrière, moi je vous le dis simplement, c'est la balkanisation absolue et le fait que vos enfants aussi, comme les miens et comme mes petits-enfants, demain auront un monde bien différent de celui dans lequel nous vivons, nous encore assez confortablement, en pensant que nos valeurs humanistes sont les valeurs qui sont partagées et qui sont les valeurs dominantes sur la planète. Une dernière question de Benjamin Rosier, RCF. Pour rebondir sur la question Schengen et la question des migrants économiques, des réfugiés, on a vu, on va dire, au début de l'automne dernier, une Union européenne plutôt assez unanime, avec une solidarité exprimée, etc. Et puis aujourd'hui, on voit plusieurs pays européens. Ça ne marche pas. Danemark. Ça ne marche pas. Le Danemark joue sa partition. L'Allemagne, Merkel est de plus en plus critiquée sur son positionnement à l'intérieur. L'Europe ne peut pas faire face à ce défi des réfugiés et des migrants. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous sommes dans les crises à répétition au niveau de l'Europe, depuis en gros la crise économique de 2008 et ensuite les différentes crises que nous avons pu connaître? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs d'État et de gouvernement ont dit « Oh là là, les petits gars, l'Europe, on est vraiment sur des sujets extrêmement sérieux, donc maintenant ça devient tellement sérieux que c'est nous l'Europe, c'est nous les chefs d'État et de gouvernement, c'est plus la Commission européenne, c'est plus le Parlement européen. » Donc les chefs d'État croient qu'en ayant repris le pouvoir par eux-mêmes, ils vont régler les problèmes de l'Europe. Manque de bol, quand ces chefs d'État se réunissent, ils sont incapables d'avoir un avis unanime parce qu'ils sont trop évidemment dépendants de leur contexte national et en particulier du fait qu'ils sont élus. Ils sont élus pour défendre leur Et intérêt donc national. quand vous mettez 28 chefs d'État et de gouvernement autour de la table, et quand vous désignez l'un d'eux, qui est M. Tusk, enfin qui n'est pas chef d'État d'ailleurs, mais enfin qui est le président permanent de leur conseil, mais qui n'a strictement aucun pouvoir, vous n'avancez pas. Ce qui prouve bien, à contrario, que considérer que l'Europe est juste une coordination intelligente d'États proches, ça ne marche pas. Nous avons régressé sur le fait de faire l'Europe depuis quelques années. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, je vous donne un ou deux exemples. Moi, j'ai entendu M. Tusk, dans une réunion dans mon groupe politique, dire, par exemple, il ne peut pas y avoir de corps de garde-frontières européens. C'est à chaque pays de défendre ses frontières. Les États-Unis d'Amérique se sont créés en ayant une monnaie unique, en ayant une armée unique, en ayant... Si vous croyez qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de corps de garde frontières européens, alors effectivement, ce n'est pas la peine de créer Schengen. Si vous croyez que vous allez laisser la Grèce se débrouiller toute seule aujourd'hui face à la Turquie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne respecte pas l'accord qui a été passé avec elle contre 3 milliards, qui n'ont d'ailleurs pas été complètement, pas encore versés. Mais vous croyez que la Grèce va pouvoir s'en tirer? Et vous croyez que le jour où vous direz on abandonne Schengen et on abandonne l'Europe, vous croyez que la Grèce ira mieux? La Grèce n'ira pas mieux. Et vous croyez que parce qu'on rétablira les frontières dans nos différents pays, on aura une capacité de mieux résister à la circulation des immigrés? La réponse est évidemment non. Est-ce que l'Europe aujourd'hui peut construire un corps de garde-frontières? Alors, il faut prendre le problème à la base. Il faut se dire qu'il ne peut pas y avoir d'Europe qui soit cohérente sur cette question sans partir d'un projet sur l'immigration. Qu'est-ce que l'Europe veut faire par rapport à l'immigration? Une politique migratoire commune est-elle possible? Je vais vous dire, moi, j'ai considéré que Mme Merkel, sur le plan des valeurs, avait sauvé l'honneur européen quand elle a dit « nous avons un devoir d'accueil ». Le seul reproche que je fais à Mme Merkel, c'est qu'elle l'a fait toute seule, dans son coin. D'un seul coup, elle a dit « tiens, je vais parler et je dis ça ». Sans coordination. Et sans coordination en particulier avec la France, et ça, ce n'est plus possible. L'Europe, aujourd'hui, ça doit être affirmer des valeurs, mais le faire de façon intelligente, dans une logique d'emboîtement de poupées russes, excusez-moi, mais de poupées européennes, voilà. Et nous n'en sortirons pas, comment dire, autrement. Mais sur le plan humanitaire, social, on peut faire face, selon vous? On peut faire face?
Non, attendez, nous Quand savons on voit tous... les débats, les polémiques, Non, les amalgames qui se font nous dans savons certains pays, tous que avec la la montée des question... populismes. Écoutez, Ça, c'est une question. écoutez, je vais vous répondre. Il faut mettre les facteurs dans l'ordre de priorité. Premièrement, il faut éliminer Daesh à tout prix. Deuxièmement, il faut permettre aux gens qui veulent fuir leur pays en destruction complète d'y rester en ayant des situations provisoires, humanisées et qui sont respectueuses des personnes, parce que ces personnes-là n'ont pas vocation à aller en Europe, elles ont vocation à retourner dans leur pays quand on aura reconstruit ces pays. Troisièmement, il faut, par rapport à l'Europe, distinguer l'immigration économique de la question des réfugiés, ce qu'aujourd'hui nous ne faisons pas. Il faut effectivement avoir c'est pas très beau à entendre, mais c'est la réalité, il faut effectivement avoir des structures de cantonnement qui soient aux portes extérieures de l'Europe, et si possible d'ailleurs, de l'autre côté du continent, et pas, voilà, il faut construire comme ça, et il faut ensuite que les personnes qui peuvent bénéficier du statut de réfugié politique, parce que tout ne sera pas réglé, et tout n'est pas réglé dans leur pays, soient effectivement intégrés, et ça c'est possible, mais qu'à ces conditions-là. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je fais partie d'une formation centriste qui pense que l'humanisme est plus important que l'idéologie, mais l'humanisme, ça ne peut pas être la naïveté. Si on construit ces choses-là dans la naïveté, on fabrique quoi? On fabrique la montée des extrêmes, la montée supplémentaire du Front National et le fait que les questions ne soient pas gérées. Nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est Robert Rochefort, député européen du Sud-Ouest et vice-président du MoDem. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, Robert Rochefort, vice-président du MoDem et député européen du Sud-Ouest. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui ouvre cette troisième et dernière partie. Alors, je vais retourner sur un sujet quand même français, l'état d'urgence, avec cette volonté de François Hollande donc de le prolonger de 3 mois. Est-ce que pour vous, cette décision-là, par rapport aux informations qu'on peut avoir, on vient de voir la décision du Conseil d'État, c'est nécessaire? Oui, je crois qu'à partir du moment où il s'agit de dire aujourd'hui les problèmes ne sont pas réglés et il faut avoir le prolongement de cet état d'urgence, la réponse est oui. Après, il faudra de nouveau réexaminer les choses et j'entends dire, ce qui m'agace un peu dans le débat français caricatural, j'entends tout de suite les gens qui disent alors prolonger de 3 mois, ça veut dire qu'on reste en état d'urgence permanent. Non, je veux dire, si on prolonge de 3 mois et si on prolonge encore de 3 mois, je pense qu'il faut par rapport à ça être extrêmement pragmatique, voir où nous en sommes. Mais oui, enfin, comment dire, les braises des plus sanglants des attentats ne sont pas refroidies, qu'on ne peut pas dire, parce qu'on est une société dans laquelle tout s'accélère et tout va très très vite, que ce sujet est complètement derrière nous. Donc il me semble que la prolongation telle qu'elle est actuellement envisagée me semble raisonnable. Vous ne craignez pas un recul pour nos libertés? Si, bien entendu. Comment dire, mais la politique, c'est, vous savez, la politique, c'est toujours choisir dans des situations incertaines et en faisant l'hypothèse que le moindre mal est là. Et c'est pour ça qu'effectivement, je ne suis pas favorable à ce qu'on soit en état d'urgence permanent, mais ça n'a pas de sens de toute façon. On ne pourrait pas être en état d'urgence permanent. Maintenant, il faut être vigilant, évidemment, sur la question des libertés. Bon, je crois que la France est un pays qui a tellement la liberté chevillée au corps que ce n'est pas encore ce qui nous menace le plus. Une question politique de Laurent de Boissieu. Tout à l'heure, vous avez un peu rejeté dos à dos les Républicains et le PS, vous avez cité, puis je laisse de côté le Front National. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que la logique serait, notamment pour agir tel que vous l'avez dit tout à l'heure sur la question économique et sociale, sur le code du travail, qu'il y ait un candidat qui porte vos idées, donc qu'il y ait un candidat du MoDem à l'élection présidentielle? Est-ce que ce n'est pas la conséquence logique de tout ce que vous avancez? D'abord, qui vous a dit qu'il n'y en aurait pas? Mais que vous n'en pensez-vous? savez rien. Doit-il y en avoir un? Vous n'en savez rien. Alors, mais je crois qu'en cette affaire, il faut être extrêmement pragmatique et attendre de voir ce qui va se passer dans l'année qui vient. Bon, il est clair que nous sommes dans l'opposition à François Hollande pour des raisons en particulier qu'on a développées dans la première partie de l'émission, donc n'y revenons pas. Vous avez vu qu'au sein des Républicains, il y a quand même un âpre combat pour les primaires. Vous avez remarqué
j'en suis sûr, que François Bayrou avait considéré que, tout en pensant, et je pense comme lui, que les primaires sont une mauvaise façon de faire de la politique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec cette dérive extrémiste des deux côtés d'ailleurs. Néanmoins, il a été décidé que ça se passerait ainsi, et ce n'est pas la même chose pour des centristes, qui sont encore une fois des personnes qui ne mettent pas l'idéologie avant, mais qui mettent la capacité de régler les problèmes. Ce n'est pas la même chose d'avoir Alain Juppé ou un autre candidat qui sortirait des primaires. Donc vous êtes toujours... voté, vous, personnellement, la primaire? Alors, vous avez raison de me poser cette question. Je crois que je n'irai pas voter pour une raison qui est liée au fait que je suis un responsable d'une formation politique qui s'appelle le MoDem et qui n'est pas organisatrice des primaires. Par ailleurs, vous souhaitez la victoire d'un candidat, mais vous n'irez pas voter pour lui. Attendez. Et ce sont des primaires de la droite et du centre. Laissez-moi... Donc, oui. expliquez-nous. Oui, alors je vais vous dire. Si vous allez voter, je peux à la limite donner 2 €. Ça fait encore partie de mes possibilités. En revanche, signer un papier dans lequel je signe que je suis en phase avec les valeurs de la droite et du centre ne correspond pas tout à fait à ce que je suis. Moi, je suis centriste. J'aurais préféré d'ailleurs qu'on mette « ou » du centre. Il y a un moment donné où le fait de mettre « et » ou de mettre « ou » Robert Non, Rochefort. c'est très simple. Oui. Non, c'est très simple. Les primaires Vous ont été encouragez pas les gens à aller organisées... voter. Non, attendez. Les primaires ont été organisées ou sont organisées par un seul parti. Pour l'instant, d'ailleurs, l'UDI n'a pas encore indiqué s'il participerait ou pas aux primaires. Bien. Donc, je pense qu'ils y participeront, mais ce n'est pas mon parti politique. Bien. Après, moi, je vous le dis franchement, je pense que dans les gens qui sont sympathisants de François Bayrou et du MoDem, beaucoup iront voter Est-ce que vous les appelez à aller voter? C'est pas à nous de les appeler. En tout cas, qu'ils aillent voter aux primaires s'ils en ressentent l'envie, C'est pas très le désir. enthousiaste, Robert Rochefort. Mais attendez, c'est pas à nous de faire la campagne des primaires. D'accord. Et je vais d'ailleurs vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de socialistes ou de sympathisants socialistes qui iront voter aux primaires. Parce que, ils ont envie d'un changement. Et ils pensent qu'effectivement, Alain Juppé est celui qui peut le plus rassembler pour faire en sorte qu'il y ait une communauté nationale, ça pas reste une votre union conviction. nationale. Oui, une communauté nationale qui puisse, accompagner les réformes dont nous avons absolument besoin. Maintenant, vous n'allez pas demander à un vice-président d'un parti qui n'est pas organisateur des primaires, et ceci pour une raison très simple. Pourquoi nous ne sommes pas organisateurs des primaires? Parce que nous ne considérons pas que nous devons être prisonniers du résultat de ces primaires. Ça, C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. de Boissieu, je ne sais pas, il y aura peut-être un candidat centriste et peut-être un candidat du MoDem à la prochaine présidentielle. Pour parler pourquoi clairement l'exclure? aux auditeurs téléspectateurs, si ce n'est pas Alain Juppé qui l'emporte, si Nicolas Sarkozy l'emporte, là vous souhaitez qu'il y ait un candidat MoDem à la présidentielle. Ça dépendra de la façon dont Nicolas Sarkozy organise sa campagne. J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy. C'est un livre très intéressant. C'est un livre, qui reste extrêmement, clivant. C'est-à-dire qui développe des thèses qui sont des thèses très à droite. Je ne le reproche pas à Nicolas Sarkozy. Mais vous me permettrez de penser que le centre, c'est autre chose. Je suis centriste et le centre, c'est autre chose. Et le centre, c'est effectivement rassembler le plus largement possible parce que la société est tellement fragile aujourd'hui, va tellement mal que de vouloir passer en force, de vouloir cliver en disant voilà les bonnes choses et les mauvaises, voilà implicitement les bons et les mauvais, même si ce n'est pas ce qu'écrit Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas en train de faire un procès d'intention à l'homme, je suis en train de faire de la politique. Et donc, il faut raisonner comme ça. Alors après, est-ce qu'il y aura un candidat centriste ou pas? Ça dépendra donc de celui qui gagnera la primaire. Je vous rappelle d'ailleurs que si les centristes que nous sommes, nous avons voté pour François Hollande lors de la dernière élection présidentielle, ce n'est pas une décision qui a été prise 1 an ou 1 an et demi à l'avance. C'est une décision qui a été prise à la suite de la fin de la campagne de Nicolas Sarkozy et de ce que l'on avait appelé la buissonnisation de la campagne de Nicolas Sarkozy et les clivages qui étaient amenés. Donc, permettez-moi de vous dire simplement une chose. Un centriste qui serait toujours à droite ne serait pas un centriste. Mais vous n'excluez pas, petite précision très rapide, vous n'excluez pas éventuellement de voter pour Nicolas Sarkozy s'il a une ligne compatible avec la vôtre.
Écoutez, j'attends de voir comment ça va se passer, quels vont être les programmes, quelles vont être les propositions, quels vont être les rapports de force. En tout cas, pour nous, ce qui compte, c'est qu'il y ait une alternance qui soit une alternance de rassemblement et de réforme et de clarté. Et de ce point de vue, nous déciderons lorsque les situations se présentent. Et puisqu'il est question de primaire, moi, à droite, je comprendrai très bien que beaucoup d'électeurs ou de sympathisants centristes considèrent qu'ils ont à marquer leur choix pendant ces primaires. Alors, rapidement, Louis Dauphren. Vous avez récusé tout à l'heure l'adjectif de malin, mais là, on voit bien que... Je ne l'ai pas récusé, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas de savoir. Voilà, oui, non, mais là, on voit bien que, étant une variable d'ajustement sur l'échiquier politique, vous allez vous vendre plus offrant, et vous allez regarder... Attendez, monsieur Dauphren, vous ne pouvez pas nous dire ça. Quelle est la formation politique? Quelle est la formation? Attendez. Robert Rochefort, quelle est la formation politique en France, républicaine, qui a le plus payé cher le fait de ne se vendre à personne, si ce n'est le MoDem? Vous ne pouvez pas nous dire ça. Si nous n'avons pas ou très peu de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est à cause de cela. Nous avons fait passer nos idées avant la cantine. Bon, si reconnaissez-le. Oui. Et Dieu sait si c'est quelque chose qui est pénalisant. Parce que vous, les journalistes, vous êtes là en train de dire le MoDem, combien de divisions, d'élus, etc. Et si nous faisons des élus, vous dites ça y est, vous allez à la soupe comme les autres. Donc, je peux vous dire cette chose-là simplement. Nous sommes la formation politique qui n'a jamais joué la combinazione à la place de la défense de ses idées. Alors, ne nous faites pas ce reproche. Ne nous dites pas que nous sommes à la recherche de la stratégie qui irait le plus nous amener à la soupe. Non, nous ne pensons pas cela. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des ministres dans un futur gouvernement, ce n'est pas d'avoir je ne sais quelle chose, c'est que le pays demain soit avec à sa tête quelqu'un qui fasse les réformes dont nous avons besoin. Et si le candidat possible est un candidat qui n'est pas de notre formation politique, mais qui a la capacité de rassembler sur ses propositions, nous le soutiendrons parce que nous donnerons toujours la préférence au pays par rapport au parti. Le pays est plus important que le parti. Reconnaissez ça. Vous le soutiendrez qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche? Non, mais attendez. Après, il faut être réaliste. C'est-à-dire, une fois ces principes posés, il y a très peu de chances que ce soit le cas avec quelqu'un venant de la gauche, compte tenu de ce qui s'est passé. Vous voyez bien qu'on ne va pas voter ni pour Mme Taubira, ni sur le bilan de M. Hollande. Ça vous arrangerait que ce soit Alain Juppé, par exemple? Oui, bien entendu. Voilà. Mais nous avons dit d'ailleurs, que si Alain Juppé sortait, et d'ailleurs, c'est une position qui est partagée par Alain Juppé. Et vous savez que nous travaillons avec Alain Juppé. Vous savez qu'en Aquitaine, à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, à la communauté urbaine de Bordeaux, et vous savez même qu'il arrive qu'Alain Juppé soit sifflé dans des meetings des Républicains parce qu'il ose dire qu'il pense que le rassemblement va jusqu'au fait d'intégrer le MoDem. Eh bien oui, c'est un personnage différent des autres. Allez, le dernier mot sera et la réponse est oui. Pour Benjamin Rosier. On parlait tout à l'heure de l'âpre combat chez les Républicains, notamment ils s'axent sur la question de propositions fermes, de fermeté, sécurité, immigration. Dernier livre d'Alain Juppé en fait part également. Est-ce que là-dessus, le MoDem, vous êtes sur cette position, il faut être ferme dans votre capacité toujours à vouloir régler les problèmes? Tout à l'heure, il me semble que je vous ai dit. Tout à l'heure, il me semble que je vous ai dit qu'il fallait être ferme. Je pense que je vous ai dit que. Vous pouvez rejoindre Alain Juppé là-dessus. Je vous ai dit que moi, je voterais la déchéance de nationalité. Oui. Je vous ai dit que j'étais pour la reconduction de l'état d'urgence dans des conditions encadrées. Je pense que la clarté, le rassemblement et la priorité sur le rassemblement du pays n'est pas contradictoire avec le fait d'être ferme sur quelques sujets. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on est ferme qu'on est capable ensuite de porter des valeurs humanistes. Merci beaucoup Robert Rochefort. Merci à vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes député européen, vice-président du MoDem. Notre invité la semaine prochaine sera Christian Paul, député socialiste de la Nièvre et chef de file des Frondeurs au sein du Parti socialiste. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de nos éditions sur les sites de la Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.